Bien, bonsoir à tous. La conférence débutera dans quelques minutes, hein. On va attendre encore, on va dire, 5 bonnes minutes avant de démarrer. Bonjour. Bonjour. On vous fait patienter encore quelques minutes, hein, le temps que les gens se connectent de manière optimale. Des fois, ça prend un petit moment. Donc, on va laisser 5 minutes en plus de l'horaire prévu pour démarrer. Alors juste, est-ce que l'une ou l'un d'entre vous peut me confirmer qu'il voit bien ma présentation? Oui, c'est bon. C'est bon, ok, merci. C'est ça, je veux dire fluide. J'avais envoyé à... Bonjour, vous m'entendez? On vous entend très bien. Bonsoir. Je ne sais pas si vous m'entendez, bonjour. Oui, on vous entend. Bonjour. Bonsoir. J'ai la vidéo qui ne fonctionne pas, je suis désolé. C'est pas grave.
Bonsoir, je ne sais pas si on m'entend. Bonsoir, on vous Bonsoir. entend. Là, il y a un flot d'arrivants, donc on va laisser encore 3-4 minutes avant de démarrer. Dans un petit qui a joué Pablo Escobar dans Paradise Lost. Cyril, est-ce que tu peux couper le micro Je vais voir, ouais. Donc oui, en effet, si vous ne parlez pas, veuillez penser à fermer votre micro. Après, je vois qu'il y en a beaucoup, donc je vais peut-être avoir du mal des fois à trouver qui c'est qui ne l'a pas éteint. Je pense que tu peux tous les fermer dans les D'accord. participants. Ouais. Alors. Muet tous, ok. Je vous mets tous en muet. Alors, quand tu fais ça, moi, ça me met aussi en muet. Donc... je vais l'indiquer là. C'est bon, on t'entend, du coup, vu que tu es co-animateur. Bonjour. 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 Allez, encore 2 minutes et on attaque. Alors, je vais justement profiter de ces 2 minutes pour vous indiquer le mode opératoire de cette conférence. Vous allez pouvoir poser vos questions à Cyril, donc, qui est avec, donc, qui me seconde ce soir. Et on fera des arrêts tout au long de la conférence, on fera des arrêts et il me posera les questions qui seront revenues. J'essaierai d'y répondre et éventuellement, comme on est une trentaine, vous pourrez, si vous le souhaitez, aussi ouvrir votre micro et poser des questions complémentaires. On vous demande juste effectivement de bien couper vos micros tant que on vous a pas dit, on vous a pas autorisé en fait à poser vos questions entre guillemets. Donc voilà un peu le mode opératoire. On va essayer de tenir le temps d'1 heure. Enfin, voilà, le webinaire va durer 1 heure, on va dire maximum. Hein. On va essayer d'être plutôt synthétique et efficace. Voilà. Donc, en effet, vous pouvez aussi mettre vos questions dans le chat et je pourrai éventuellement y répondre au fil de l'eau. – 18h35, on va démarrer. Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Donc, je me présente, Renaud Pézieux. Je vais laisser aussi mon collègue se présenter. Oui, bonjour à tous. Donc, Cyril Demont. Voilà, donc moi, je suis conseiller en rénovation énergétique, plus sur le volet particulier. Et moi, donc, j'accompagne et je conseille plutôt les copropriétés dans leurs projets de rénovation énergétique. Voilà, donc ce soir, le sujet sera comment remplacer sa chaudière fuel et quelles sont les alternatives au fuel. Donc, on va dérouler les différentes solutions tout au long de la conférence ce soir. Dans un premier temps, on verra les solutions techniques et puis dans un second temps, on verra les aides financières qui pourraient vous être octroyées. Alors, l'ASDER, on est une structure donc, qui agit pour la transition énergétique. On a 2 axes de travail, donc un axe de conseil et de sensibilisation. Donc, c'est pour ça, aujourd'hui, vous aurez les conseillers en rénovation énergétique, mais on a aussi un autre axe de travail
qui concerne la formation. On propose beaucoup de formations pour adultes, pour des gens qui se reconvertissent dans le milieu des énergies, de la sobriété énergétique et des énergies renouvelables. Donc voilà très rapidement ce qu'on propose. On est une équipe aujourd'hui de 43 salariés et on est basé à la Maison des Énergies, dans la zone industrielle de Bissy, à Chambéry. Donc on accompagne les particuliers, on accompagne les copropriétés. Donc Cyril accompagne principalement les copropriétés, mais on accompagne aussi les collectivités locales dans leurs projets de rénovation ou plus globalement dans leur plan d'action énergétique. Donc voilà, très rapidement pour nous représenter. Alors, avant de démarrer, quelques éléments de contexte. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est obligé de trouver des solutions pour moins polluer. Et le pétrole et le fuel qu'on utilise aujourd'hui polluent énormément. Alors, on voit ici, alors on ne va pas y passer des heures, hein, mais la Terre se réchauffe, on est aujourd'hui à plus d'1 degré et on utilise principalement des énergies non renouvelables. Donc ici, vous avez les réserves de pétrole qui sont estimées à une quarantaine, voire une cinquantaine d'années. Donc on a ce contexte-là pas très favorable. Nous, on est dans notre région des Alpes françaises, on est plus touché que les autres par le réchauffement climatique. On est à plus 2,25 degrés par rapport au début du siècle, avec des conséquences qu'on ressent aujourd'hui, on va dire, sur une vie d'homme. On va dire qu'on peut voir la différence entre de climat au moment quand on avait 10 ans et aujourd'hui, par exemple, si on a 40 ans, en une trentaine d'années, il y a eu des modifications qui sont très nettement perceptibles. Donc, on est dans un contexte, il va falloir trouver des solutions au niveau climatique. Et puis, les énergies augmentent. Donc ici, vous avez l'évolution du prix des énergies. Donc, c'est en centimes d'euros par kilowattheure depuis une dizaine d'années. Donc, on voit ici que le fuel, aujourd'hui, est à 10,21 centimes d'euros pour 1 kilowattheure. Et donc, vous avez le granulé, le gaz, le fuel, le propane, et puis l'électricité, donc les principales sources d'énergie. Mais on se rend compte que ces sources d'énergie, elles sont en augmentation et que ce n'est sans doute pas terminé. Et on a vu aussi ces derniers temps, le contexte international a montré qu'on était, on va dire, très sujet à des augmentations brutales de ces énergies fossiles. L'impact environnemental du fuel est très important. Ici, vous avez l'impact environnemental des principales sources d'énergie. On démarre par le bois. Quand vous utilisez vous émettez 1 kWh de chaleur, si ce kWh de chaleur il a été produit par du bois, vous avez émis dans l'atmosphère 15 grammes de CO2. Si c'est de l'électricité, c'est 79 grammes. Si c'est du gaz naturel, on est à 220 grammes de CO2 par kilowattheure de chaleur émis dans le logement. Et pour le fuel, on est à plus de 300 grammes. Donc, il y a une réglementation qui s'est appliquée, qui dit, aujourd'hui, on interdit de vendre, à partir de juillet 2022, on va interdire de vendre de nouvelles chaudières fuel parce qu'elles sont au-delà du seuil de 300 grammes de CO2 par kilowattheure. Alors, bien entendu, si vous avez, là j'imagine que vous avez des chaudières fuel, vous pouvez réparer les chaudières fuel. Ce n'est pas interdit d'avoir des chaudières fuel, c'est interdit d'en vendre de nouvelles. Donc, aujourd'hui, vous prévoyez, vous réfléchissez au remplacement de votre chaudière. Je dirais, avant de penser à ça, il faut se dire qu'un système de chauffage, c'est effectivement un système de production, mais vous avez aussi donc, la chaudière, le générateur de chaleur, mais vous avez aussi la distribution, donc on va dire le réseau qui va distribuer, qui va véhiculer l'eau chaude dans les radiateurs, qu'on appelle des émetteurs de chaleur, et puis la régulation qui va piloter tout ça.
Souvent, nous, conseillers, quand on vient nous voir, on nous questionne sur le changement de la chaudière. On nous dit, voilà, moi j'aimerais bien remplacer ma chaudière fuel par une autre solution, ça peut être du gaz, une pompe à chaleur, une chaudière granulée. Donc là, on va agir uniquement sur le rendement de production. Donc on va passer d'un rendement peut-être pas très très bon, de 75-80%, et on va passer à plus de 90%. Donc là, effectivement, on va améliorer le système de chauffage, on va améliorer le générateur. Mais si on n'agit pas sur la distribution, sur les émetteurs, au final, on risque d'avoir un résultat qui ne va pas être très satisfaisant. Le rendement d'un système de chauffage, et c'est ce que je veux vous montrer, c'est que c'est le rendement de la production fois le rendement de la distribution fois le rendement des émetteurs et de la régulation. Vous avez une ancienne chaudière avec une mauvaise distribution, des émetteurs qui ne sont pas efficaces et une régulation aussi moyennement efficace, vous avez un rendement global de l'ordre de 50%. C'est-à-dire que vous achetez votre litre de fioul, vous n'avez que 50 centilitres qui sert réellement à chauffer votre logement. Donc, il va falloir essayer d'agir sur tous ces éléments-là avant de parler remplacement de chaudière fioul. Donc, rapidement, quand on va remplacer sa chaudière, on va essayer de procéder, on va obligatoirement procéder à un désembouage de l'installation. Le gain énergétique, il va être de l'ordre de 10%. Donc, il y a des bouts qui peuvent être contenus dans le circuit de chauffage. Donc, c'est souvent parce que vous avez une fuite. Et donc, si vous avez une fuite, vous avez de l'air qui va se mélanger à l'eau qui circule dans le circuit. Et donc, l'air va oxyder des parties métalliques. Et donc, vous allez avoir de la boue qui va se créer. Donc, souvent, si vous avez de la boue dans vos radiateurs qui revient très régulièrement, c'est sans doute que vous avez une fuite qu'il faut essayer de trouver. En tous les cas, quand on change de chaudière, il faut obligatoirement procéder à un désembouage. Ensuite, alors ça tombe sous le sens, mais on va aussi isoler la distribution. Ça paraît tout bête, mais quand on va faire des visites dans les maisons, on se rend compte qu'il y a peu de distributions qui sont réellement bien isolées. Et souvent même dans des installations nouvelles, on peut constater aussi que la distribution n'est pas forcément isolée de manière optimale. Donc ça, c'est facile, c'est vraiment pas très onéreux et ça permet un gain énergétique important. Une fois qu'on a fait tout ça, on peut parler des alternatives à votre chaudière fuel. Alors, par quoi on peut la remplacer? Première solution, c'est de se dire, j'ai le gaz de ville, je vais pouvoir remplacer ma chaudière par une chaudière gaz à condensation. L'investissement, il va être entre 5 et 12 000 euros selon la qualité de la chaudière. Vous allez avoir un rendement qui va être amélioré de l'ordre de 5 à 15%. Cette amélioration du rendement sera due à l'échangeur, qui sera plus performant. Il sera dû aussi à la condensation. Le principe de la condensation, c'est de faire passer le retour chauffage donc de vos radiateurs au travers des fumées de combustion. Et en fait, ces fumées, elles contiennent différents gaz, mais ces fumées contiennent également de la vapeur d'eau. Et donc, ces fumées vont entrer en contact avec un retour chauffage assez froid, ce qui fait que la vapeur d'eau va se condenser, donc va passer de vapeur à liquide. Et là, quand on passe de vapeur à liquide, en fait, on va céder de l'énergie. Donc là, vous allez récupérer un peu d'énergie dans les fumées, et donc notre chaudière, là, elle aura moins besoin de consommer du gaz. Donc, ce qui explique un rendement de l'ordre, on va dire, jusqu'à une quinzaine de pourcents. Après, c'est des solutions. Donc, l'avantage, c'est la facilité de remplacement. Inconvénient, c'est qu'on est toujours avec une énergie fossile, on est toujours avec une énergie qui a un impact environnemental important. Si vous voulez diminuer l'impact environnemental et
quand même choisir une chaudière gaz, il faudra vous orienter à ce moment-là vers des fournisseurs de gaz vert, donc avec du gaz qui est produit à partir d'éléments naturels, par méthanisation, on va dire, principalement. Une autre solution, c'est de remplacer sa chaudière fuel par une pompe à chaleur air-eau. Donc, le premier terme va vous indiquer là où on va récupérer l'énergie. Et le second terme, donc eau, c'est ce que ça va chauffer comme type de média. Donc là, air-eau, eh bien, on récupère l'énergie dans l'air et ça va permettre de chauffer l'eau qui est envoyée dans vos radiateurs. Donc, au lieu que ce soit la chaudière fuel, là, c'est la pompe à chaleur qui va faire ce travail. Donc, on a un investissement de l'ordre de 13 à 18 000 euros selon la PAC. Alors, PAC, c'est pompe à chaleur, hein, je vais employer ce terme-là, suivant la qualité de la pompe à chaleur et suivant également la puissance nécessaire. Donc, le principe général, c'est que vous avez dans l'air extérieur, vous avez de l'énergie. En fait, le zéro absolu, c'est moins 212 degrés et quelques, et tout ce qui est au-dessus de moins 212 degrés contient de l'énergie. Donc, un air à 0 degré, un air à moins 5 degrés, même s'il est froid, il contient de l'énergie. Donc, pour récupérer cette énergie, comment on va s'y prendre la pompe à chaleur? En fait, on va faire circuler un fluide frigorigène. Ce fluide frigorigène, il a pour capacité de bouillir à des températures très basses. Et donc là, il va passer au travers d'un air extérieur qui va le faire bouillir. Un fluide frigorigène, ça va bouillir à partir de moins 15, moins 20 degrés, suivant la pression et suivant le type de fluide. Donc, on va le faire passer, ce fluide frigorigène, dans un échangeur extérieur au contact de l'air. Mon air, imaginons dans notre exemple-là, il est à moins, il va être refroidi. Et mon fluide frigorigène, lui, il va passer de l'état de liquide à l'état de vapeur. Et là, il va récupérer de l'énergie. Donc là, on a de la vapeur qui va être comprimée. Donc quand on va comprimer quelque chose, on va monter en température. À la sortie du compresseur, on a de la vapeur qui est chaude, qui va passer au travers d'un autre échangeur, qui va être au contact de l'eau qui passe dans nos radiateurs. Et là, eh bien, ma vapeur va passer de l'état de vapeur à l'état de liquide et va céder l'énergie à l'eau de mes radiateurs ou de mon plancher chauffant. On revient à l'état de liquide. Je suis en haute pression. Je vais revenir à une pression plus basse grâce à un élément ici qui n'est pas noté, qui s'appelle un détendeur. Ce qui va consommer de l'énergie dans ma pompe à chaleur, c'est essentiellement le compresseur. Donc, le compresseur, lui, il va consommer de l'électricité pour récupérer l'énergie contenue dans le milieu extérieur et le transférer dans le milieu intérieur que j'ai à chauffer. Vous avez différentes technologies de pompe à chaleur, des pompes à chaleur basse température qui sont plutôt adaptées à des planchers chauffants, mais vous avez aujourd'hui d'autres technologies qu'on appelle des pompes à chaleur haute température qui ont deux avantages. C'est à la fois de produire de l'eau jusqu'à 80 degrés. Alors, on va dire que généralement, c'est aux alentours d'une soixantaine de degrés, et qui va aussi maintenir sa puissance jusqu'à des températures extérieures de moins 15, voire moins 20 degrés. Donc, c'est une technologie qui va pouvoir complètement remplacer votre chaudière fuel. Après, la question à se poser, c'est est-ce que ma pompe à chaleur, elle va remplacer ma chaudière fuel dans de bonnes conditions de consommation? Est-ce que le rendement de la pompe à chaleur va être intéressant? Donc, quand on parle de pompe à chaleur, on ne parle pas rendement, on va parler coefficient de performance, le fameux COP. Il est finalement le résultat entre la quantité de chaleur produite sur l'énergie consommée par notre compresseur. Donc, si j'ai un COP de 3, ça veut dire que j'ai transmis 3 kWh de chaleur à l'intérieur du logement
et je n'ai consommé qu'1 kWh électrique. Alors aujourd'hui, pour vous repérer dans les coefficients de performance, vous avez un scope qui est le coefficient de performance, mais saisonnier, donc sur une année. Donc ça permet déjà de se dire, ben voilà, j'ai la machine que je compte acheter, un coefficient de performance saisonnier de 3, de 4. Sauf que ce coefficient de performance saisonnier, il est calculé suivant un climat précis. Donc dans nos régions, c'est le climat de Strasbourg, et dans des conditions, on va dire, encore de laboratoire. C'est-à-dire qu'ici, c'est par exemple à -7, on va calculer, retrouver notre coefficient de performance, donc qui est avec ma pompe à chaleur, elle marche à 88% de ce qu'elle peut donner au maximum. Et donc à -7, je vais avoir un coefficient de performance qui va être de temps, une région de 2. Je vais avoir un autre point de contrôle, un autre COP que je vais calculer à 2, à 7 et à 12. Et à partir de ces 4 points, ces 4 COP, je vais extrapoler tous les coefficients de performance sur une année, ce qui va me donner un coefficient de performance moyen. Mais attention, ça ne correspond pas au coefficient de performance que vous aurez chez vous. Le coefficient de performance, il va être influencé en fonction de plusieurs choses. Première chose qui va l'influencer, c'est la température d'eau qu'on veut obtenir. Ici, vous avez des régimes d'eau à 30-35, 40-45, 47-55. On voit que si on a un régime d'eau de 30-35 degrés et qui fait 7 degrés à l'extérieur, je vais avoir un coefficient de performance de 3,7. En revanche, si je dois obtenir de l'eau chaude à 55 degrés, mon coefficient de performance sera à cet instant-là, donc par une température d'air de +7, il ne sera que de 2,3. On estime qu'à chaque fois qu'on va augmenter la température d'eau de 1 degré, on va aussi augmenter les consommations de 2,5%. Donc en fait, si vous avez une maison qui est très peu isolée, où il va falloir envoyer de l'eau très chaude dans les radiateurs, eh bien là, mon coefficient de performance va être dégradé. Et de la même manière, donc ça c'est le premier élément qui va influer sur mon coefficient de performance. Le deuxième élément, c'est la température extérieure. Donc vous avez des températures extérieures qui évoluent constamment. Mais si vous êtes, on va dire, à une altitude importante, vous allez plutôt être dans des températures à -7 assez souvent. Et donc là, on voit que à +7, si on veut envoyer de l'eau à 30-35 degrés, mon coefficient de performance, il est de 3,7, mais à -7, il n'est plus que de 2,5. Donc si vous cumulez, donc c'est ce qu'on voit aussi dans le graphe à droite, si vous cumulez température extérieure plutôt basse parce que vous êtes en altitude, maison très peu isolée et il faut envoyer de l'eau à une température élevée, vous n'allez pas être dans des conditions optimales pour avoir un très bon coefficient de performance. En revanche, si vous êtes plutôt en plaine avec un plancher chauffant, là, vous avez une solution qui sera pertinente. Mais dans l'autre cas, elle sera moins pertinente. Et je vous rappelle que si vous avez un coefficient de performance, imaginons de 2, ça veut dire que vous transmettez 2 kWh de chaleur alors que vous consommez 1 kWh électrique. Mais ce kWh électrique, aujourd'hui, il vaut 18 centimes d'euros par kWh électrique. Donc, vous allez avoir une solution qui va fonctionner, mais qui va vous coûter cher et vous n'allez pas forcément faire de grosses économies financières. Donc ici, vous avez un autre, ici vous avez la dégradation du coefficient de performance en fonction de la température. Ici, vous voyez ici, donc 35, on va dire, température de 35 degrés qui correspond à un plancher chauffant. Si on a des températures de 60 degrés, eh bien, on a une dégradation du coefficient de performance de 60%.
Voilà, ici, voilà, encore une autre manière de traduire ce que je vous ai dit. On a des radiateurs qui fonctionnent à 60 degrés, on a un plancher chauffant, on a une différence de performance de 50%. Donc là, voilà, on a ces éléments-là qui vont très fortement influencer la performance de la machine. Ce qui va être beaucoup moins le cas, enfin, ce qui n'est pas le cas, même avec une solution gaz, par exemple, ou que vous mettiez une chaudière gaz sur un plancher chauffant ou sur des radiateurs, on connaît le rendement d'une chaudière gaz. Il va y avoir très peu de différence. Alors qu'avec une pompe à chaleur, la différence va être très, très importante. Si vous avez des radiateurs, il faut essayer de les faire fonctionner à la plus basse température si vous prévoyez de mettre une pompe à chaleur. Donc là, on voit une différence. Donc à 60 degrés, un régime de température à 60 degrés ou à 50 degrés, vous avez 20% de consommation de moins si vous êtes à 50 degrés. Donc vraiment, voilà, si vous avez une maison très peu isolée et que vous voulez malgré tout installer une pompe à chaleur, avant, faites des travaux d'isolation de manière à abaisser la température que vous allez envoyer dans les radiateurs. Ou alors, mais ce qui ne va pas être très intéressant, remplacer vos radiateurs par des radiateurs très basse température, mais ça va avoir un investissement assez onéreux. Il vaut mieux mettre son argent dans l'isolation. Autre petit élément complémentaire, c'est le bruit. Alors attention, parce que si vous avez des voisins un peu retors, voilà, la pompe à chaleur, une partie de la pompe à chaleur où la totalité est installée à l'extérieur, vous allez faire passer de l'air au travers de l'échangeur extérieur. Tout ça fait du bruit et donc vous avez une réglementation qui s'applique. Donc il ne faut pas la nuit que le bruit de ventilateur soit supérieur de 3 décibels au bruit ambiant. Donc un élément quand même voilà, à avoir en tête. Donc, pour résumer sur la pompe à chaleur, vous avez un bon rendement si les émetteurs sont à basse température. Idéalement, c'est un plancher chauffant. Votre logement est bien isolé si vous avez des radiateurs. Votre installateur doit être expérimenté. Je dirais que ça, c'est vraiment le principal point le point le plus important. Si vous avez un installateur expérimenté, il va aussi bien dimensionner la pompe à chaleur. Le dimensionnement de la pompe à chaleur est aussi un autre élément important. Il ne faut pas qu'une pompe à chaleur soit surdimensionnée. Donc là, il y a des règles qui s'appliquent au niveau du dimensionnement des packs. On doit les dimensionner, pour faire simple, on doit les dimensionner à 80% des besoins. Donc là, c'est votre installateur qui devra faire une étude thermique de votre maison en fonction de l'isolation actuelle ou de la future isolation, de manière à avoir une machine qui va fonctionner de manière optimale. Et puis, si possible, alors c'est un petit peu moins important, mais malgré tout, l'unité extérieure, essayez de ne pas la disposer au nord. Parce que cette unité-là, si elle est au nord, elle ne va jamais voir le soleil. Et en fait, quand vous faites l'hiver, vous faites passer de l'air au travers de l'échangeur. L'air, il est humide. Et donc, l'humidité va geler l'échangeur. Et donc, de temps en temps, il faut que la pompe à chaleur inverse son cycle pour dégivrer. Donc, si vous êtes au nord, vous aurez beaucoup de cycles de dégivrage. Si vous êtes sur une autre orientation, le soleil va participer, si vous voulez, au dégivrage de l'installation. Une question. Donc, je ne sais pas si on peut faire un petit arrêt sur cette partie-là. Alors oui, une des dernières questions qui portait sur la pompe à chaleur RR. Est-ce que ce serait plus pertinent de mettre une pompe à chaleur RR qu'une pompe à chaleur RO si les radiateurs sont encore à haute température? Alors non, on va profiter des émetteurs de chaleur et on va pas. Non, moi je déconseillerais d'installer une pompe à chaleur RR si on a des émetteurs de chaleur. Le confort ne sera pas du tout le même entre des radiateurs et un système qui souffle de l'air chaud. Il y avait également une question sur l'efficacité des pompes à chaleur en dessous d'une certaine température, moins 5, moins 7 degrés, et l'intérêt d'avoir un appoint. Alors du coup, je crois que c'est le sujet à venir avec les pompes à chaleur hybrides. Alors, de toute façon, une pompe à chaleur a, on va dire, toujours en appoint.
on va dimensionner, normalement, si votre pompe à chaleur est bien dimensionnée, elle va être dimensionnée à 80% des besoins. Donc, imaginons que vous ayez des besoins de 10 kW. Donc, ça, c'est la puissance nécessaire pour couvrir les déperditions quand il fait, sur Chambéry, par exemple, quand il fait moins 11 ou moins 12 degrés. Donc, il faut cette puissance-là. Eh bien, l'installateur, il va vous installer une pompe à chaleur qui a une puissance de 8 kW et il va y avoir 2 résistances électriques complémentaires de 2 kW chacune, de manière à avoir une puissance totale de 12 kW. Donc, mais cette résistance électrique, ou ces résistances électriques, elles vont fonctionner très peu de temps dans l'année. C'est juste pour couvrir la différence quand la pompe à chaleur, ben voilà, elle est un petit peu sous-dimensionnée. Donc, il y a un moment donné où elle ne pourra pas fournir tous les besoins. Donc là, à ce moment-là, il y aura la résistance électrique qui va faire le complément. Mais ça va être relativement faible. OK. Une dernière question peut-être avant de passer à la suite. La PAC peut-elle être installée dans un garage fermé non chauffé? Donc, je pense qu'il s'agit de l'unité extérieure. Toute la pompe à chaleur peut effectivement être installée à l'intérieur. Par contre, il va falloir faire des trous dans votre mur pour l'arrivée d'air. Quand on a une pompe à chaleur, là, pour une maison individuelle, on va brasser plusieurs centaines de mètres cubes heure d'air. Donc, on va dire qu'on ne peut pas mettre l'unité intérieure dans une cave s'il n'y a pas de renouvellement d'air. Donc, voilà, généralement, ce qui est proposé, c'est des machines qui sont toutes à l'intérieur et on va faire un carottage au travers du mur, enfin même 2 carottages, un carottage d'arrivée d'air et un carottage pour… donc mon air est arrivé, il a été refroidi, on a capté l'énergie de l'air et on va le refaire partir dehors. Très bien. Merci. OK. Donc, pompe à chaleur, voilà, on va dire oui, mais en solution. Vous avez d'autres alternatives, c'est la pompe à chaleur hybride. Donc l'investissement sera à peu près similaire à une pompe à chaleur classique. Alors, de quoi il s'agit? En fait, vous allez avoir dans un même bloc une petite pompe à chaleur plus soit une chaudière gaz, soit une chaudière fioul. Et vous allez avoir une régulation qui va soit faire fonctionner, suivant les températures, soit faire fonctionner la pompe à chaleur sol, quand les températures, on va dire, sont clémentes. Généralement, ces pompes à chaleur, elles sont dimensionnées à 50% des besoins. Donc, on va dire, c'est pour des températures relativement clémentes. La pompe à chaleur, elle va arriver toute seule à couvrir les besoins de chaleur. Et puis, il y a un moment donné, quand on va arriver à des températures de l'ordre, on va dire, de 5 degrés, là, elle ne pourra plus toute seule couvrir les besoins. Donc là, la chaudière va se mettre partiellement en route. Et puis, il y a un moment donné, peut-être que ma pompe à chaleur, elle ne va plus fonctionner. Et là, c'est la chaudière sol sur quelques jours dans l'année qui va qui va chauffer complètement le logement. Donc ça, c'est relativement peu répandu. C'est peut-être un peu plus adapté quand on a des logements qui sont justement qui ne sont pas très bien isolés et qu'on n'envisage pas d'isolation. Alors, ce qui, je le répète, est une erreur. Il faut vraiment axer déjà sur l'isolation du logement. Mais bon, voilà, c'est en tous les cas quelque chose qui est sur le marché et qui peut convenir, qui pourrait convenir à des logements très peu isolés. Donc là, on a vu la partie, on va dire, gaz, électricité. Maintenant, on va parler d'une autre solution, la chaudière automatique à granulés de bois. Donc là, l'investissement va être plus important. Suivant le stockage, ça va être de 13 000 jusqu'à 22 000, 23 000 euros. On verra tout à l'heure que les aides, elles aussi, vont être plus importantes. Donc là, l'avantage, c'est qu'on on va utiliser une énergie renouvelable. En France, c'est une énergie renouvelable puisqu'on n'utilise aujourd'hui que 40% de l'accroissement de la forêt. Donc la forêt en France continue de s'accroître d'année en année.
et principalement, ce qu'on va couper sert principalement comme bois d'œuvre. Et on va dire le reste peut être récupéré soit pour du bois déchiqueté. Alors, mais les chaudières bois déchiqueté sont plutôt des chaudières de grosse puissance qui sont peu adaptées à l'habitat individuel. Ou alors, eh bien, quand dans des scieries, on va récupérer la sciure et cette sciure va être séchée, compactée et transformée en granulé. Donc, le granulé, en fait, c'est un résidu de l'industrie des scieries. L'impact environnemental, c'est une énergie renouvelable, c'est un impact environnemental plus faible, puisque alors, sur le bois en général, on est à 15 grammes de CO2 par kilowattheure. Sur le granulé, si on veut être un peu plus précis, on est à 26 grammes de CO2 par kilowattheure. Donc là, ça comptabilise la fabrication du granulé et son transport, et sa combustion, bien sûr. Donc là, on voit qu'on a une solution qui est vertueuse. Quand je compare à la pompe à chaleur, donc l'électricité, le kilowattheure électrique, il est à 79 grammes. Par contre, avec une pompe à chaleur, je vais retransmettre 2-3 kWh chaleur. On va diviser cet impact par le coefficient de performance. Mais voilà, en tous les cas, le bois énergie est une solution intéressante d'un point de vue impact CO2. Alors souvent, quand on parle de bois, et là, c'est peut-être, voilà, on fait une petite mise au point, quand on parle de bois énergie, alors là, j'ai vu la partie CO2, mais souvent, on se dit, bah oui, mais le bois énergie, ça émet beaucoup de poussière et ça émet des particules fines. Alors, c'est complètement vrai. Le bois énergie est responsable l'hiver de 75% des particules fines. Sauf que si on regarde quels sont les appareils qui émettent ces particules, eh bien, on se rend compte que ce sont des vieux appareils et que ce sont même essentiellement les vieux appareils qui émettent ces particules fines. Parce qu'aujourd'hui, on a encore pas mal d'appareils vétustes. Alors, il y a des politiques qui visent à remplacer ces vieux appareils. Sur Grand Chambéry, on a l'opération Balance ton poil, par exemple. Donc, on a 1 000 à 2 000 euros pour remplacer son vieil appareil bois par des appareils plus performants. Malgré tout, on est quand même dans un contexte où la qualité de l'air s'améliore franchement. Et si on regarde depuis 2007 comment a évolué la concentration en PM10 ou PM2,5, donc c'est les particules fines qui ont une taille, voilà, le 10 ou le 2,5, ça indique la taille des particules. Depuis 2007, on a divisé par 2 la concentration en particules fines. Donc, c'est vrai que le bois émet des particules fines, c'est essentiellement les vieux appareils, et on est quand même dans une trajectoire où on est dans un air qui est de plus en plus sain. Alors, ce n'est pas parfait, mais en tous les cas, c'est quand même ça quelque chose que des fois, on n'a pas trop idée qu'on respire un air qui est meilleur que dans les années 2000-2005. Et vous avez ici, par exemple, sur la différence d'émissions de particules entre, alors là, c'est un poêle à bûche, mais les chaudières sont encore plus performantes, entre un poêle à bûche flamme verte 7 étoiles et un foyer ouvert, on a un facteur 100. C'est-à-dire que vous faites 2 flambées dans une cheminée à foyer ouvert, vous émettez autant de particules qu'1 an de combustion de poêle à bûche. Donc, vous voyez que il y a eu vraiment de très gros progrès au niveau des appareils bois. Et donc, aujourd'hui, on peut dire que quand vous installez une chaudière à granulés, un poêle à bûche, un poêle à granulés, vous émettez presque plus de particules fines. Après, vous avez différents stockages. Donc, vous avez 3 types de stockage. Soit vous avez une chaudière, c'est ce qu'on voit en bas là, une chaudière avec un silo intégré. Donc là, c'est la solution qui est plutôt à 13 000 euros qui vous permet d'avoir une autonomie aux alentours d'1 semaine. Après, tout dépend de l'isolation de votre maison, mais vous allez recharger avec des sacs. Vous avez une solution intermédiaire avec un petit silo.
un petit silo qui fait entre 500 et 650 kg de granulés. Vous pouvez mettre 500 à 650 kg de granulés à l'intérieur. Et donc là, ça vous permet d'avoir une autonomie d'un mois, à peu près un mois. Mais vous êtes toujours obligé de recharger régulièrement avec des sacs. Par contre, c'est une solution qui est modulante, c'est-à-dire que vous pouvez passer avec un silo plus gros. Donc après, vous avez la solution avec un silo qui va être dimensionné. Alors, généralement, on va dimensionner pour 1 an de chauffage. Donc, ça peut être soit un silo maçonné, comme on voit ici sur la gauche, soit un silo souple en toile. Donc là, vous êtes livré en granulé. C'est un camion souffleur qui vient déverser le granulé, souffler le granulé dans votre silo maçonné ou dans votre silo souple. Et après, vous avez un système de vis sans fin ou un système d'aspiration qui va envoyer le granulé dans la chaudière où il va être brûlé et la chaleur va chauffer de l'eau qui sera envoyée dans vos radiateurs. Donc le stockage, alors il va falloir un stockage. Il va être aux alentours de 3-4 mètres carrés pour une maison individuelle. Est-ce que là-dessus, sur le chauffage granulé, il y a des questions? Alors, pas dans le chat en tout cas. Alors, est-ce que vous avez des questions peut-être par… Ouais. Est-ce que je peux prendre la parole justement Oui. par rapport aux chaudières granulées? Je me Oui. pose la question sur le côté vertueux de la production de granulés. Il commence à avoir des articles comme quoi la production ou les résidus de scierie ne seraient pas suffisants pour alimenter nos besoins en granulés et qu'il y aurait des coupes qui seraient faites pour alimenter cette production. Il me semble avoir lu, notamment dans la Maison écologique, un article sur ça. Alors aujourd'hui, non, il n'y a pas de coupes qui sont faites pour du granulé, parce que tout simplement, en fait, quand vous coupez une forêt, le bois d'œuvre vaut 15-20 fois plus cher, se vend 15-20 fois plus cher que de faire de la sueur. Donc aujourd'hui, si on fait un petit point sur la provenance du granulé, c'est du granulé qui vient qui est issu de scierie. Je vous suis. Qui est issu de scierie et qui, donc en Savoie, est à 92% local, c'est-à-dire dans un rayon de 100 km. Ok. Mais j'avais un doute que la production ou la demande augmentant, qui est des importations extérieures de là où le bois d'œuvre est sans doute moins cher que nos productions locales. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Okay. Aujourd'hui, il y a une augmentation des ventes de chaudières granulées. Oui. Donc là, sur l'année 2021, ça a doublé. Et la production de granulés se met au niveau. Okay. Après, vous pourrez venir à notre assemblée générale si vous le souhaitez, discuter justement des alternatives pour le coup des énergies fossiles. C'est la thématique de notre assemblée générale et donc il y aura quelqu'un pour répondre à cette question sur notamment les perspectives de production de granulés. Okay. Aujourd'hui, en tous les cas, il n'y a pas de problème, on va dire, sur la production de granulés et c'est une production qui aujourd'hui est vertueuse. Ok. Je vous remercie. Et de toute façon, après, voilà, on peut, même si ça vient d'un peu plus loin, le granulé, ça vient toujours de moins loin que la Russie ou que le Moyen-Orient. Après, voilà, il faut aussi relativiser sur la distance parcourue par du granulé. Mais je vous dis, aujourd'hui, c'est une énergie locale qui est en plus plutôt créatrice d'emplois. D'accord. Merci pour ces précisions. Ça a fait ressortir quelques retours, notamment. Donc, je suis étonné que le granulé de supermarché soit local. En êtes-vous sûr? Donc, en effet, éventuellement, cette question par rapport à ce qu'on peut trouver dans les supermarchés ou autres. Alors, dans les supermarchés, ce n'est pas le gros de la vente des granulés. On va dire que c'est plutôt quelques sacs. Voilà. Sur le bilan qui a été fait sur 2021, le bilan, c'est ça. C'est que voilà, c'est d'origine plutôt locale à 92%. Donc après, effectivement, il y a 10% peut-être qui vient d'un peu plus loin, mais c'est de la région en tous les cas.
Ok. Et une dernière réflexion avant que tu continues sur le fait que les granulés peuvent provenir de bois de taillis qui sont abattus. Et donc, on n'est pas sur du bois d'œuvre dans un premier temps pour ensuite produire les granulés. Ouais. Alors aujourd'hui, il ne me semble pas que ça soit le cas. Après, qu'il y ait dans le futur des coupes d'arbres, enfin, veut dire des arbres qui poussent très très vite et qu'on va couper toutes les 2, 3 ans pour faire du granulé. Après, voilà, enfin, pourquoi pas. Mais aujourd'hui, c'est pas encore le cas. Mais après, il y a pas, enfin, voilà, il n'y a pas de solution idéale. Il y a toujours, voilà, effectivement, il y a toujours un impact environnemental quelque part. Il s'agit aujourd'hui de se dire, ben voilà, l'impact environnemental, quelle solution je vais choisir pour avoir un impact environnemental le plus faible possible. Donc déjà, premier conseil, essayez d'isoler votre logement. Mais après, dans le choix d'un remplacement de chaudière fuel, ben, vous avez voilà, des solutions qui sont plus ou moins adaptées en fonction de votre maison. Ok. Il y a encore d'autres questions, mais on va continuer, je pense. Ouais, alors on va finir sur la dernière solution, qui est le chauffage solaire. Donc là, pour le coup, en avantage, c'est que ça ne pollue pas du tout. On a 0 g de CO2 par kilowattheure produit. L'idée, c'est d'avoir donc des capteurs thermiques généralement sur la toiture. Donc, ces capteurs thermiques, ils sont de manière assez simple, c'est une plaque noire avec par-dessus un vitrage. Et donc, ces plaques noires, quand elles vont être au soleil, elles vont rapidement s'échauffer et on va faire circuler un fluide caloporteur sous ces plaques noires. Ce fluide caloporteur va lui, à son tour, lui aussi s'échauffer, va être envoyé soit dans un ballon de stockage, soit directement dans la dalle ou dans les radiateurs, dans le circuit, dans tous les cas, dans le circuit de chauffage. Donc aujourd'hui, vous avez plutôt des systèmes, on va dire, mixtes entre le solaire direct, où ça va directement dans la dalle, et de l'hydroaccumulation. Vous avez, c'est la régulation en fait qui va piloter, qui va peut-être, suivant les besoins, envoyer d'abord dans les émetteurs de chaleur, et puis une fois que la maison est chaude, stocker l'énergie dans un ballon de stockage. Donc, en avantage, cette solution, ça permet de couvrir 30 à 50%, voire même plus, des besoins de chauffage et de chaude sanitaire. Donc là, ça permet, par exemple, si vous avez une chaudière fuel qui est en bon état, qui est une chaudière, vous l'avez changée il n'y a pas longtemps, ça vous embête de la remplacer. Là, vous pouvez étudier un système de chauffage solaire de manière à diviser par 2 vos émissions de CO2, si ça fait partie de vos critères de choix. Par contre, voilà, ça ne va pas couvrir la totalité des besoins. On va dire entre 30 à 50%, et ça va nécessiter une bonne orientation et une bonne inclinaison des capteurs. Si vous avez une orientation de toiture est-ouest, ça ne sera pas adapté au chauffage. Ça sera adapté uniquement pour des capteurs solaires, pour un chauffe-eau solaire, pour la production d'eau chaude uniquement, mais en tous les cas, pas pour le chauffage. Mais si vous avez une toiture sud, assez inclinée, au moins 30 degrés, alors sud à plus ou moins 30-40 degrés, c'est quelque chose qui peut être, c'est une solution qui peut être envisagée. Et ça ne sera pas vraiment en remplacement de votre chaudière fuel. Ou alors, il faudra une chaudière, il faudra changer aussi la chaudière également. Voilà. Donc voilà sur cette partie-là, oui. On en profite du coup pour finir donc, sur les systèmes et les solutions. On va dire 3 questions. Donc, il y en avait une qui était au moment de la pompe à chaleur. Est-ce que c'est possible de coupler du chauffage solaire avec une pompe à chaleur, par exemple de type AirPo ou autre? Du chauffage solaire, oui, c'est possible. Le chauffage solaire avec une pompe à chaleur. Oui. Après, on va dire il faut un installateur expérimenté parce que là, c'est quelle est la régulation qui va prendre le pas sur l'autre. Donc là, on va imaginer que c'est quand même plutôt la régulation solaire qui devra piloter l'ensemble. Ok. Il y avait une question juste par rapport aux chaudières qui fonctionnent à la fois avec de la bûche et à la fois du granulé. Qu'est-ce que tu en penses?
de ce Oui. type de chaudière? Alors, j'en pense que c'est. Je n'ai pas de retour négatif là-dessus. J'ai pas. Voilà, j'ai pas de retour particulier sur ce type de chaudière, donc je n'ai pas suffisamment moins d'informations pour vous faire un retour qui soit suffisamment robuste, hein, si vous. Ok. Il y avait des questions sur les panneaux photovoltaïques. Alors là, on parlait plutôt des panneaux solaires thermiques, donc qui produisent de l'eau chaude ou du chauffage. Les panneaux photovoltaïques, en effet, c'est un autre sujet parce que là, on est plutôt sur de la production d'électricité. Donc, voilà, si je me permets, donc c'est pas forcément, on va dire, directement lié au remplacement de la chaudière fuel. Parce que dans l'idée, la chaudière fuel, vous avez un circuit hydraulique. L'idée, c'est de comment on peut continuer de chauffer cette eau qui va circuler dans vos radiateurs. Les panneaux, eux, vont produire de l'électricité, donc c'est pas forcément, je pense, voilà, tout de suite relié au sujet de la chaudière fuel. Et vous ne pourrez pas relier des panneaux photovoltaïques à une pompe à chaleur, parce que la pompe à chaleur va avoir besoin d'électricité essentiellement l'hiver, à des moments où il n'y a pas forcément de soleil. Hein. Et puis, donc, ça ne va pas non plus fonctionner la nuit. J'aborde la question aide financière. Allez, pour finir. Donc, pour tous ces travaux, vous avez droit à différentes aides financières. Donc, un taux de TVA réduit donc pour les travaux d'amélioration énergétique, mais aussi donc pour les installations, les installations gaz, pompes à chaleur, etc. Vous avez droit à un éco-prêt à taux zéro, donc de 30 000 € si vous avez plusieurs travaux de prévus, mais pour on va dire un remplacement de chaudière fuel simple par une autre solution, ça va être un éco-prêt de 15 000 €. Vous avez droit à des primes énergie, alors on va le détailler tout de suite après, une aide éventuelle du département de la Savoie, et puis l'aide MaPrimeRénov'. Donc, soit par travaux, enfin, s'il n'y a que ce travaux-là que vous envisagez, ça sera par travaux, ou si c'est intégré dans d'autres travaux, ça sera dans le cadre de MaPrimeRénov' Sérénité. Donc, vous avez deux parcours possibles. Donc, quand vous changez votre chaudière fuel, vous dites, voilà, à quoi j'ai droit comme aide. Donc, vous avez peut-être droit à une aide MaPrimeRénov'. L'aide MaPrimeRénov' va être différente en fonction de la solution que vous aurez choisie, va être différente en fonction de votre revenu fiscal de référence. On va le détailler tout à l'heure. Ce qui va s'additionner à cette éventuelle aide MaPrimeRénov', c'est difficile à dire, donc ce sera des primes énergie qui pourront être bonifiées puisque vous remplacez une chaudière fuel. Donc l'État a décidé d'offrir des primes énergie, enfin l'État impose à ce que les primes énergie soient plus importantes quand vous remplacez une chaudière fuel. Ensuite, vous aurez un éco-prêt à taux zéro et des aides locales éventuelles. Donc, il peut y avoir une aide du département, mais éventuellement d'autres territoires, comme je pense par exemple à Cœur de Savoie, ici. Un autre parcours possible, c'est MaPrimeRénov' Sérénité. Donc là, c'est, on va dire, intégrer votre changement de chaudière fuel est intégré dans un package de travaux, d'autres travaux, puisque pour bénéficier de MaPrimeRénov' Sérénité, il faut que les travaux permettent d'engendrer un gain énergétique de 35%, donc qui sera validé par un opérateur qui viendra sur place. Donc, ce n'est pas juste le changement de la chaudière fuel qui permet de générer 35% d'économie d'énergie. Donc voilà, ici, vous avez, donc en fonction du nombre de personnes composant le ménage, votre ménage, donc nombre de personnes qui vivent chez vous, dont c'est la résidence principale, pour être clair. Donc vous allez additionner éventuellement les revenus fiscaux de référence. Donc vous êtes en bleu, par exemple, si vous êtes un couple ou deux personnes vivant dans le même logement, si vous avez un revenu fiscal de référence inférieur à 22 320 €, vous serez en bleu. Vous serez en jaune si c'est entre 22 000 et 28 000. Vous serez en violet si c'est entre 28 000 et 42 000, etc. Et si vous êtes au-dessus de 42 848 €, vous êtes en MaPrimeRénov' rose. Et vous allez voir que le montant des aides est très différent en fonction de votre revenu fiscal de référence. Donc, par exemple, pour une chaudière à granulés, si vous êtes en bleu, vous avez une aide de 10 000 € de MaPrimeRénov'.
Si vous êtes en jaune, de 8 000. Si vous êtes en violet, de 4 000. Par contre, si vous êtes en rose, ce sera rien du tout. Je vous laisse regarder pour la pompe à chaleur, c'est 4 000, 3 000, 2 000. Donc, ça va être réévalué donc, à partir du 15 avril. Ça date d'hier, donc je n'ai pas remis, j'ai pas eu le temps de mettre à jour le tableau. Ça sera fait demain. Donc, il y a une aide supplémentaire de 1 000 € pour les chaudières granulées, le chauffage solaire, les pompes à chaleur. Mais par contre, toujours rien pour ceux qui sont en rose. Voilà. Donc, ce qui va s'additionner à MaPrimeRénov', ce sera si vous êtes, on va dire, je reviens, avec un revenu fiscal de référence au-dessus de bleu et jaune, vous aurez une aide, une prime énergie de 2 500 € minimum. Donc, il faudra demander soit auprès d'un fournisseur d'énergie, soit auprès d'un courtier en prime énergie. Donc, 2 500 €. Alors, juste pour vous signaler aussi, j'ai oublié de vous dire, sur la chaudière gaz, l'aide pour les ménages très modestes et modestes s'arrête à la fin de l'année. Si vous êtes en dessous de ces conditions de ressources jaunes, la prime énergie, alors prime coup de pouce chauffage, prime énergie, certificat d'économie d'énergie, tout ça, c'est la même chose. Hein. Donc, ça porte des noms différents, mais c'est le même mécanisme. Donc là, l'aide se montera jusqu'à 4 000 € pour chaudière biomasse, pompe à chaleur, système solaire combiné, c'est chauffage solaire, pompe à chaleur hybride, on en a parlé. Et puis, si vous êtes en dessous de MaPrimeRénov' rose, vous pourrez bénéficier d'une aide du département de 1 000 € pour la mise en place d'une chaudière à granulés. Et puis, je vous dis, voilà, vous avez aussi d'autres territoires, voire certaines communes qui proposent des aides complémentaires. Donc, voilà ce qui va se cumuler. MaPrimeRénov' par travaux va se cumuler avec l'éco-prêt à taux zéro, avec les aides locales. Là, on a parlé du département, mais il peut y en avoir d'autres, avec les aides des fournisseurs d'énergie. Ce qui est très important de retenir sur cette partie-là, c'est qu'il faut faire appel à des installateurs agréés RGE. Donc, vous avez ici le site sur lequel vous trouverez un annuaire des installateurs RGE. Donc ça, c'est la première condition qui est importante. Et la seconde qui est encore plus importante, c'est qu'il faut engager les démarches, déposer les dossiers avant de signer les devis. Sinon, notamment pour les primes énergie, c'est râpé. Voilà. Si vous avez signé le devis et que vous faites votre demande après, ce ne sera plus possible de bénéficier des primes énergie. Donc, soyez vraiment attentifs à ça et voilà, faites bien les démarches en amont. Puis, si vous signez d'avant le devis, vous êtes engagé. Si jamais vous n'avez pas les aides, voilà, vous êtes engagé auprès de l'artisan. Donc voilà, rapidement, au niveau des aides dont vous pouvez bénéficier. Si on fait une synthèse, on va dire technique, c'est de se dire la chaudière gaz, la chaudière granulée va être adaptée, on va dire, à tout type de logement. La pompe à chaleur RO va être plus adaptée aux émetteurs basse température ou sur radiateur si on a un logement bien isolé, hein, si je devais faire la synthèse de la synthèse. Quelques questions qui apparaissent pour les subventions. La première, peut-on bénéficier d'aide pour le remplacement d'une chaudière fuel si l'on est en SCI, entre parenthèses, propriétaire non occupant? Si vous êtes en SCI, pas l'aide MaPrimeRénov'. Les primes énergie, oui, mais pas l'aide MaPrimeRénov'. Après, si vous êtes propriétaire bailleur, mais que ce n'est pas une SCI, vous pouvez bénéficier de MaPrimeRénov' et des primes énergie. Ouais. Une seconde, les aides ne dépendent-elles pas du montant de l'investissement aussi? Alors, je vais revenir un tout petit peu en arrière. L'aide MaPrimeRénov' va être écrêtée
en fonction du revenu fiscal de référence et du montant. En fait, il y a un montant éligible. Par exemple, j'ai donné un exemple, ça sera peut-être plus clair. Pour une chaudière à granulés, le montant éligible est de 16 000 euros. Et le cumul de MaPrimeRénov' plus des primes énergie, si vous êtes en violet, ne pourra pas excéder 60% de 16 000 euros. D'accord? Donc, vous ne pourrez pas avoir plus de 60% de 16 000 euros si vous êtes en violet. Si vous êtes en bleu, vous ne pourrez pas avoir plus de 90% de 16 000 euros. Donc, voilà. Donc, il y a un écrêtement qui est effectué parce que le MaPrimeRénov', voilà, ils disent, voilà, il y a un montant éligible pour chaque travaux. Donc là, j'ai en tête le montant éligible pour la chaudière granulée, c'est voilà, 16 000 euros par exemple. Et je vous avoue, j'ai plus en tête les autres montants éligibles. En tout cas, voilà, il y a certaines règles qui sont à respecter. Une aide pour les copros, je vais me permettre d'y répondre du coup. Donc, en effet, il existe aussi des aides en copro. C'est un petit peu plus compliqué dans le sens où il va falloir bien dissocier les travaux qui sont collectifs et qui sont donc réalisés par la copropriété, d'autres travaux qui, eux, sont individuels. Et donc là, tout ce qui a été présenté jusqu'à maintenant, ça peut coller. Ça dépend en effet des conditions de ressources pour des aides individuelles. En copropriété, par exemple, pour juste, je dis une bêtise, mais isolation des façades ou isolation de la toiture qui sont des postes collectifs. Par exemple, pour ces travaux-là, c'est la copro qui va faire une demande de subvention qui s'appelle MaPrimeRénov' copropriété. Et pour ça, il faut justifier d'un gain de 35%. Donc, c'est à partir de ce moment-là où je vous conseille d'appeler l'ASDER pour qu'on puisse échanger un petit peu plus en détail sur le sujet. Alors, vous avez un numéro de téléphone. Voilà. Nous contacter. Il faudra un tout petit peu, juste si vous souhaitez bénéficier d'un conseil, il faudra un tout petit peu s'armer de patience parce qu'on est très, 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 très sollicité. Donc voilà, sans doute que vous ne nous aurez pas en direct, on vous rappellera et si vous souhaitez un rendez-vous, parce qu'on répond aux sollicitations soit par téléphone, soit sur rendez-vous. Et on va aussi dans les territoires, hein, on a des permanences délocalisées au sein de tous les territoires savoyards. Donc voilà, il y a quand même un petit délai. Un petit délai. Encore quelques questions avant de s'arrêter? Ouais. Y a-t-il une date déjà évoquée pour la fin de la vente des chaudières à gaz, comme c'était le cas en juillet 2022, enfin comme ce sera le cas en juillet 2022 pour les chaudières à fioul? Alors aujourd'hui, il y a une réglementation qui initialement devait être, on va dire, on ne peut plus vendre de chaudières qui vont au-delà de 250 grammes de CO2 par kilowattheure. Au final, c'est passé à 300 grammes. Donc, moi, aujourd'hui, je ne sais, il n'y a pas de date définie sur la fin des chaudières gaz. Après, il faut aussi mettre ça en perspective avec les projets de gaz vert. Donc, il y a aussi des ambitions assez importantes sur la production de gaz vert à un horizon assez court, hein, finalement. Donc, on va dire c'est injecter du gaz vert dans le réseau. Okay. Et je n'ai pas de date, voilà, et peut-être que les chaudières fuel, elles ont été interdites, mais on va les voir arriver quand même, elles vont peut-être revenir, puisqu'il y a aussi des projets d'additionner au fuel des biocarburants, enfin, voilà, du biofuel, donc avec peut-être voilà, juste un changement de brûleur. Mais bon, et pour être arriver en dessous de ces 300 grammes de CO2. Donc là, on est dans de la réglementation pure et dure. Après, je pense que la question qu'il faut se poser en soi, c'est est-ce que je continue avec cette énergie-là, le fioul? Un autre cas concret, si on n'est pas intéressé par les solutions proposées en remplacement de la chaudière fuel et que l'on voudrait installer une chaudière électrique pour le chauffage, que pensez-vous de cette solution, sachant que moi, j'ai déjà fait un retour rapide par écrit en précisant que chaudière électrique, on était quand même sur une énergie
Donc, je remets un peu des mots sur ce que j'avais pu écrire, une énergie qui est quand même assez chère. Et puis aussi, ne serait-ce que par rapport à l'étiquette énergétique, sur le volet réglementaire, cette énergie-là n'est pas primaire par rapport aux autres et donc elle se voit appliquer un coefficient, on va dire un petit peu malus, de 2,3 sur les consos réels. Et ça a une répercussion directement sur l'étiquette. Est-ce que tu voudrais compléter? Alors non, là, voilà, s'il y a une solution que je n'ai même pas évoquée, pour vous dire, c'est, voilà, vous avez un coût du kilowattheure à 18 centimes aujourd'hui. Je pense que c'est pas près de baisser. Vous allez avoir une augmentation de l'abonnement. Peut-être que vous serez obligé de passer en triphasé. Enfin, voilà, non, enfin, c'est une mauvaise solution, très clairement. Très bien. Pour le remplacement des chaudières pour la copro, y a-t-il des aides? Donc, en effet, comme je vous le disais, il va y avoir des aides spécifiques, mais à la copro. Et il y aura toujours cette question des 35% de gains énergétiques à atteindre pour notamment aller chercher l'aide nationale MaPrimeRénov' Copro, bien qu'il y ait d'autres aides à côté. Mais voilà, une fois de plus, ça, c'est un peu plus compliqué que pour de l'individuel. Il faut se pencher dessus. Et puis, une dernière question peut-être avant d'arrêter. Qu'est-ce que le gaz vert? Alors, c'est du gaz qui est produit par méthanisation et donc qui va être injecté dans le réseau. Donc, qui est produit à partir de déchets, donc soit de déchets verts par fermentation finalement. Hein. Voilà. Et donc ça, il y a un potentiel de production qui est important et il y a des scénarios prévus qui montrent que c'est possible d'avoir un gaz vert et d'avoir une majorité de gaz vert à un horizon finalement pas trop long. Et là encore, vous êtes cordialement invité à notre Assemblée générale le 20 mai, où il y aura aussi une personne de GRDF qui évoquera ces solutions-là. Et enfin, les résidences secondaires, est-ce qu'elles peuvent prétendre à des subventions? Eh bien, à part en effet la TVA 5.5 et puis les certificats d'économie d'énergie, je crois que ça s'arrête là. Oui, alors il n'y a pas en tout cas MaPrimeRénov', c'est pour les résidences principales et pour les logements qui ont plus de 15 ans. Alors, sauf si vous avez une chaudière fioul, justement, où vous pouvez, même si votre logement a moins de 15 ans, comme vous changez votre chaudière fioul, si elle n'est pas à condensation, hein, bien sûr, même si elle est à condensation, mais vous pourrez bénéficier de MaPrimeRénov' et déposer un dossier, mais qu'à partir de septembre. Mais vous pouvez faire les travaux dès maintenant. Très bien. Il y avait un point sur juste l'ASDER. Où peut-on se renseigner pour avoir un accompagnement global concernant les aides, à part l'ASDER? C'est l'ASDER. Ouais, on est là pour ça, même s'il y a peut-être un petit peu de temps d'attente ou de délai. En tout cas, c'est notre rôle hein, de vous accompagner. Vous pouvez aussi récupérer notre plaquette aide financière donc, qui sera mise à jour dans les jours prochains sur notre site internet. Hein. Vous pouvez trouver déjà pas mal d'infos. Et puis, voilà, ayez en tête qu'il ne faut pas signer de devis. Et puis, peut-être, voilà, ce qui peut s'additionner et ce qui peut ne pas s'additionner comme aide financière. Très bien, eh bien, je crois qu'on a fait le tour. Donc, le PowerPoint pourra être diffusé à ceux que ça intéresse et le replay sera disponible demain ou vendredi donc sur notre site. Voilà un petit peu pour le support. Voilà. J'espère qu'on vous a apporté quelques éléments de réflexion, tout du moins. Et puis, écoutez, on vous souhaite une bonne fin de soirée. Bonne soirée. Bonne soirée à tous, en effet. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.